Salut les amis, dans un petit peu moins d'une heure, les pistonnés prennent le chemin de la plage et iront en vacances, chers amis. Mais juste avant, on a une émission quand même assurée, la dernière avant la pause, la trêve estivale, le début de la silly season, comme disent bien sûr les spécialistes. Et nous, eh bien, comme chaque semaine, après chaque Grand Prix, parce que cette vidéo est sortie avec un petit peu plus, bien sûr, d'avance, juste pour vous faire plaisir, eh bien, on va présenter notre équipe, on va débriefer, avec laquelle on va débriefer, analyser un petit peu ce qui s'est passé pendant ce Grand Prix de Hongrie. Monsieur Pierrot, Pierrot des Piélos F1, excusez-moi. Pierrot est là. Salut Pierrot, comment ça va? Ça va et toi Manu? Je vois que Hamza, il a à peu près pris toute la forêt amazonienne quand il est parti au Brésil. Il est revenu avec pour faire des fiches. Bravo. Alors, belle empreinte écologique, monsieur. Nuit blanche pour préparer une émission de qualité. Ah, bravo. Pas de nivellement par le bas chez les pistonnés. On ne se moque pas du premier de la classe qui travaille bien. Comment ça va Hamza? Et toi? La forme, tranquille. Tout va bien. Tranquille. Parfait. J'ai dit, en vacances, dans 50 minutes, tout dépend de la durée de cette émission. Tout dépend de ce que va nous raconter Monsieur Brice Germain ici présent. Écoute, j'ai mis la marinière parce que je suis invité sur le yacht de Kimi Raikkonen dans 2 semaines. C'est faux. On pensait que tu partais avec Olivier de Carsezon à Saint-Malo là aujourd'hui, mais écoute, les infos discordantes. On regarde tout de suite le sommaire de cette émission, bien évidemment, avant d'entamer tous ces débats, chers amis. Le débrief du Grand Prix de Hongrie 2019, je vous en parlais. Le coup de maître, le coup de génie, le coup de stratégie, bien sûr, de Mercedes, ce sera le décryptage de Pierrot. Verstappen versus Ferrari, ça sera le débat de notre journée. Est-ce que le pilote hollandais va battre à lui tout seul la Scuderia? Et puis on terminera sur les news. Les news, on évoquera la Formule 1, mais surtout le quiz de l'été, le quiz de vos vacances. Vous allez voir, il y aura de la difficulté. Il y aura en tout cas tout ce côté épicé que je sais que vous appréciez parfaitement. N'oubliez pas de nous suivre bien sûr sur les réseaux sociaux. Les pistonnés sont sur Twitter, les pistonnés débarquent bientôt également sur Instagram. Et nous, on va lancer tout de suite le débrief de cette première course. C'était le Grand Prix de Hongrie le week-end dernier. Le Grand Prix de Hongrie le week-end dernier, 12e manche de ce championnat du monde de Formule 1 édition 2019. Après avoir effectué la première pole de sa carrière, vous allez le voir avec le classement, Max Verstappen n'a pas gagné cette course, il a fini 2e. Derrière, bien sûr, le Britannique et quintuple champion du monde Lewis Hamilton. Un nouveau top 5 également pour Sainz qui termine devant Gasly. Raikkonen prend les points dans la 7e place. Bottas seulement 8e et les rookies Albon et Norris prennent les derniers points disponibles bien sûr lors de cette course. Meilleur tour de la course pour Max Verstappen, driver of the day pour bien sûr également le pilote néerlandais. Voilà en tout cas pour ce qu'il fallait savoir en termes d'informations. Parlons des enseignements ou enseignements, comme vous le préférez, avec ou sans la liaison, c'est mieux sans, bien évidemment. 4 choses qui ont attiré l'attention, 4 points qui ont attiré l'attention, bien sûr, de nos pistonnés cette semaine. Et le premier point, vous allez le voir, Ferrari dicule. Oui, un petit jeu de mots encore de Brice Germain, copyright. On va lui devoir beaucoup d'argent à la fin de cette année et saison 2019. Bottas piégé dans le premier tour, Magnussen borderline. Et puis, bien sûr, la surprise, George Russell. On attaque tout de suite avec les rouges, avec la Scuderia, avec Ferrari et avec également ce petit habillage, ce petit tableau pour vous résumer un petit peu le week-end, bien sûr, de l'écurie dirigée par Mattia Binotto. Vous allez le voir, c'est peu reluisant pour ce week-end du côté de la Hongrie, malgré le podium, bien sûr, de Sébastien Vettel qui a terminé P3. Il va arriver ce petit habillage, ne vous inquiétez pas, c'est le temps 2, bien évidemment. La machine aussi commence à se préparer pour partir en vacances. Elle a bien raison de faire tout ça. Vettel Leclerc a plus d'1 minute d'Hamilton à l'arrivée de cette course. Un rythme trop faible tout au long du week-end, on le disait, avec un déficit d'1 seconde par tour en course, complètement dépassé ces Ferrari en qualification. Une constatation, le pack aéro très en retard, puisqu'on a vu ces voitures très en souffrance dans le secteur 2, dans le secteur 3. Et je vous parlais de cette 3e place de Sébastien Vettel, 6e podium tout de même de cette saison. Ferrari ridicule, c'était le mot d'ordre que vous vouliez garder, chers amis, pour ce premier thème. Avant le Grand Prix, je pense qu'on se doutait que ce serait un week-end compliqué pour la Scuderia. Mais de là à prendre 1 minute sur l'ensemble d'une course et prendre 1 seconde par tour, moi personnellement je ne m'y attendais pas et c'est vrai que c'est inquiétant. Alors effectivement sur la 2e partie de saison on aura moins de circuits typés Hongrie, typés plus Red Bull, mais malgré tout c'est inquiétant.
Justement, excuse-moi, je te coupe, juste pour voir, parce que tu disais on s'y attendait pas. Apparemment, Charles Leclerc non plus s'y attendait pas. Et je te donne tout de suite la parole, bien sûr, mon cher Pierrot. Il dit on a pris une claque aujourd'hui, on savait que le week-end serait difficile, mais finalement, il était plus difficile que nous le pensions. Moi, j'ai un peu du mal avec ça, parce que je me suis dit que comme on arrivait en Hongrie avec des températures plutôt élevées, qui sont plutôt favorables à la Scuderia, je m'attendais à ce que, bon, elle soit pas forcément en difficulté, même plutôt devant pour le coup. Et alors là, j'ai été extrêmement surpris de les voir déjà un peu loin en qualification. Et puis bon, il y a eu une petite erreur aussi de Charles Leclerc, ça en fait une de plus et ça commence un peu à s'accumuler, mine de rien, que ce soit en course ou en qualif. Mais derrière, effectivement, qu'elle se fasse reléguer à 1 minute des Mercedes, et surtout de Verstappen et d'Hamilton, là, c'est pas compréhensible. Alors, je pense que derrière, ils se sont dit bon, on va se mettre en mode éco plus, c'est la trêve, bientôt les vacances et ciao bello, voir à tutti. Et puis voilà, mais 1 minute, ça fait très mal dans les dents, ouais. Et puis, ça a été une déception tout le week-end. C'est-à-dire que normalement, une écurie qui a du retard, et surtout une écurie du calibre de Ferrari, si on voit qu'il y a un vrai déficit de performance en EL1, EL2, EL3, il y a quand même des tentatives qui sont faites en termes de réglage. Et là, sachant qu'en plus, c'était pas un problème de moteur, c'est un problème d'aérodynamique. Donc on peut tenter des choses à la rigueur, des nouveaux setups, des réglages d'aileron, tout ça. Là, ça a été de mal en pis tout le week-end. C'est-à-dire que ce qui s'est passé en qualification, il y a 5 dixièmes, si je dis pas de bêtises, 5 dixièmes, on se dit, bon, la claque est violente, mais le rythme de course, on sait toujours que normalement, c'est un peu moins violent. C'était 2 fois plus violent. À noter que Charles Leclerc, me semble-t-il, a repassé des réglages différents entre FP3 et qualif, ou même entre FP2 et FP3. Il est parti sur un mauvais réglage, puis il est revenu sur un autre réglage, machin. Donc peut-être qu'ils sont un peu perdus. On le sait, la Ferrari, elle est pas facile à mettre au point pour aller vite. Peut-être qu'ils sont perdus. De toute façon, on sait qu'en début de saison, avant la saison, Ferrari a fait le choix de prendre une direction extrême au niveau de la construction de la monoplace au niveau aérodynamique. Voilà, ça paye pas. Maintenant, il faut voir ce qu'il y a, parce que la marge de progression, forcément, elle est élevée, et on n'a pas l'impression que Ferrari progresse sur ce type de circuit. C'est même pas type de circuit, finalement, c'est type de secteur, puisque finalement, c'est sur la partie sinueuse du virage 2, du secteur 2 et du secteur 3, où Ferrari perd une demi-seconde, comme tu disais, sur Verstappen et Hamilton. Ils se sont fait piéger parce que généralement, c'est eux qui gèrent mieux les gommes en température, comme tu l'as dit, Pierrot. Et là, on a vu un Leclerc qui avait une difficulté à gérer ses gommes sur la fin de course et qui s'est fait remettre 1 seconde au tour par Sébastien Vettel, qui certes avait des gommes plus fraîches. Mais Ferrari se laisse avoir parfois à ses propres jeux. Et en l'occurrence, là, c'était très très flagrant ce week-end. Leclerc a toujours préféré des meilleurs réglages en qualif. Aujourd'hui, il est en train de se demander s'il ne va pas changer. À mi-saison, c'est inquiétant de voir à quel point on patauge en termes de réglages chez Ferrari. Normalement, ça devrait déjà être trouvé. Et juste un petit tour de table pour terminer. On l'a dit, les secteurs 2 et 3 du côté de Budapest, ils sont quand même symptomatiques de l'état de forme actuellement du pack aéro Ferrari. Ouais. On sera tous d'accord autour de cette table à mi-saison pour dire que l'aéro de cette voiture, elle est pas ratée, mais pas loin. C'est compliqué. C'est compliqué. Il y a des circuits où ça va super bien marcher, d'autres circuits où ça va vraiment pas du tout marcher. Les 2 prochains circuits, ça va être Spa et Monza, et ça devrait aller mieux. Ça devrait aller mieux pour Ferrari. C'est un pari. De toute façon, en début de saison, il y avait vraiment 2 lignes directrices différentes en termes d'aérodynamique. Et bon, voilà, c'était un pari à prendre. Et aussi bien, on serait en train de vanter les louanges de Ferrari si ça avait fonctionné. Et bizarrement, chez Alpha, qui a pris la même direction que Ferrari, ça marche pas si mal que ça. Donc à voir si c'est cette direction générale là ou si c'est vraiment un problème structurel de voiture chez Ferrari. Ça, on ne sait pas. Ferrari, on va en reparler bien sûr dans le débat tout à l'heure, parce qu'on va se poser la question de savoir si Max Verstappen va pouvoir battre à lui tout seul les Ferrari sur la deuxième moitié de saison. Mais avant ça, il faut qu'on parle d'un pilote un petit peu en difficulté en ce moment. C'est le Finlandais Valtteri Bottas. Valtteri Bottas piégé dans le premier tour. Le pauvre avait raté la pole d'un rien, un 18 centième derrière Max Verstappen en Q3. Et puis il y a eu l'enfer du premier tour. La touchette avec Hamilton au virage 3, le contact avec Charles Leclerc au virage 4, aileron abîmé, course gâchée. Voilà l'adage en tout cas de ce Grand Prix de Hongrie pour Valtteri Bottas. Valtteri Bottas en grande difficulté, on peut le dire. Ah bah là, en fait, c'est vraiment dommage pour Bottas parce qu'il fait quand même le taf. Il se qualifie devant Lewis Hamilton. Il se qualifie pas loin de Max Verstappen. Mais le problème, c'est que c'est Verstappen qui est en pole et c'est pas Lewis Hamilton. Donc là, il y a petit problème, donc il y a un sursaut d'ego à faire au moment du départ. Il fait peut-être une erreur, Verstappen qui défend bien comme il faut sur la première ligne droite avant le premier freinage, et puis derrière il se fait enrouler par l'extérieur par Lewis Hamilton avant d'avoir une petite touchette avec lui, et Charles Leclerc qui vient lui mettre un peu un coup de roue. Je pense que c'est plutôt une mésentente entre les deux finalement, mais voilà, il se fait gâcher la course comme ça, et
Bon, c'est un incident de course. Il n'a pas réussi à construire sur le momentum, comme on dit. Et malheureusement, là, derrière, dans le trafic, ça a été très, très compliqué pour finir derrière une Alpha et même derrière Gasly. Donc, avec une Mercedes qui est censée jouer tout en haut, c'est vraiment dommage. Regardez ce manque de que dit réussite, juste Valtteri Bottas, puisque tu évoquais la touchette avec Leclerc, et je vous ferai peut-être réagir là-dessus. Valtteri Bottas qui évoquait son week-end en Hongrie. J'ai eu un blocage de roue au premier freinage, c'était mon erreur. Lewis et Charles en ont profité. Je ne sais pas pourquoi Charles a fermé la porte aussi violemment. Ça a détruit mon aileron pour rien. Je vous laisse réagir sur Bottas. Est-ce qu'il fallait même sanctionner Charles Leclerc sur cette action ? Même si on sait que l'esprit de la règle a beaucoup changé en F1. Oui, voilà, il y a moyen qu'il y a 4 courses, ça a eu été différent. Mais en l'occurrence, si on sanctionne pas Albon la semaine dernière, on sanctionne pas Leclerc cette semaine. Enfin, c'est en ligne droite. Le décalage n'est pas si violent que ça. Pour moi, c'est une vraie erreur d'appréciation de Charles Leclerc. Oui. Ah oui. Après, c'est surtout au vu des conséquences que ça a eu sur Valtteri Bottas que là, on peut se dire. Est-ce qu'il faut pénaliser Leclerc ? Mais en même temps, est-ce qu'on va pénaliser en fonction de l'acte ou en fonction des conséquences de l'acte ? Exactement. Non, mais il a raison. C'est-à-dire que. Il a raison. C'est bien, tu le dis. C'est la première fois. C'est la première fois. Putain, on est copains. Je pensais pas, dis donc. Donc voilà, après, les conséquences sont énormes pour Bottas. Pour autant, j'ai pas l'impression que ça méritait franchement une pénalité. Après, je suis pas forcément le mieux placé. J'aime bien Charles Leclerc, donc je te laisse Pierrot parler. Brice a tout à fait raison parce qu'il y a eu une vraie erreur d'appréciation de la part de Charles Leclerc parce qu'il pense. Je sais pas s'il pense ça, mais la manœuvre a été faite comme s'il roulait contre un rookie ou contre un pilote plutôt jeune qui a un peu l'écro et qui voulait peut-être tenter l'intérieur sur ce virage 4 où on sait que passer à 2 ça se fait pas et on l'a vu en course. Et donc Valtteri Bottas lui a un peu plus d'expérience et il sait très bien qu'il est battu par rapport à Charles Leclerc et le coup de roue de Charles Leclerc est pas spécialement nécessaire puisque Bottas va essayer de se recaler dans son aspiration pour pourquoi pas le dépasser sur la prochaine ligne droite. Donc ce qui est dur pour Bottas en fait, c'est le timing. Parce que ça arrive une semaine après l'Allemagne où là je trouve une vraie erreur de sa part. Là c'est comme tu disais, c'est vraiment un manque de réussite. Oui, il fait une erreur sur le premier virage avec son blocage de roue. Les conséquences de ça, cette erreur sur son blocage de roue, mais il n'y en a pas qu'un. Énorme. Il n'y en a pas mais il y en a deux, mais le premier ne te met pas dans le bon rythme. Non, mais dans les 3 premiers virages, il est en perdition. C'est-à-dire qu'au premier virage, déjà, il bloque son freinage et derrière, ça fait revenir Hamilton à balle. Et derrière, au virage 3, donc virage 2, il rebloque. Et virage 3, il le prend mal. Et si on voit bien, après le virage 3, au moment de la remontée vers le virage où Massa s'était fait mal en 2009, il a un gros problème de traction. Un énorme problème de traction. Parce que c'est Hamilton qui le pousse à l'extérieur et puis il a plus la vitesse et derrière ils arrivent à balle, ça dépasse. Et Leclerc derrière se dit peut-être au vu de la facilité qu'il a à le dépasser que ça se trouve il ne jette pas au bon moment le coup d'œil dans le rétro et il se dit il doit être loin derrière. Manque de bol. Mercedes il a un sacré moteur, il est là. Mais voilà, c'est compréhensible aussi et je pense pas que la faute de ce premier tour soit à 90% à Charles Leclerc. Il s'est raté au départ. Les conséquences sont énormes par rapport entre guillemets à la faute qu'il a fait. Mais en attendant, F1, si tu payes pas tes erreurs, voilà quoi. Et on reparlera bien sûr de Valtteri Bottas, notamment dans les news, vous le verrez, parce qu'il était beaucoup question de transfert ce week-end et on a peut-être des petites indiscrétions, peut-être des petits ressentis. Bref, on en parlera tout à l'heure dans les troisième enseignement. On va parler d'un garçon, Kevin Magnussen. Alors on a mis borderline point d'interrogation. Je ne sais pas s'il faut mettre le point d'interrogation. Non. Il a été à la limite, en tout cas dans sa défense, sur Daniel Ricciardo, mais aussi avec Sergio Pérez. Magnussen, est-ce qu'il a franchi la ligne pour vous, notamment sur la deuxième moitié de course ? Ça fait un sacré moment qu'il a franchi la ligne. Oui. Au bout d'un moment, en fait, il est. Je vais peut-être me faire haïr pour ce que je veux dire, mais il est exécrable hors de la piste et sur la piste. C'est-à-dire qu'il prend. Est-ce qu'il a eu un accident majeur qui le calme ? Exactement. C'est pas 2016 avec la Renault. Il a pris une petite dérive pour finir sur le rouge en haut. Non, mais en fait, il faut impliquant quelqu'un d'autre. Il va falloir qu'il se mette à la place de. Enfin, il va falloir un joueur qui tombe sur un mec aussi rugueux que lui et qui se mange un mur pour qu'il comprenne. Parce que sinon, il ne comprendra pas. On va peut-être pas lui souhaiter non plus qu'il se mange un mur, Hamza. Non, mais on va dire c'est la faire insulter que tu veux la porter. Je sais ce que c'est. Non, mais ce que je veux dire, c'est que Magnussen, il est. Je sais pas, en fait, je me pose la question, est-ce qu'il respecte les autres pilotes ? Parce que même, on voit en après-course, il y a une question d'une journaliste danoise. Oui, Ricciardo, il s'est plaint de. Magnussen, il était content, tu vois. Il était content en mode, youpi, c'est génial. Et puis souviens-toi d'Hülkenberg avec lui l'année dernière. Oui, suck my balls, frère. Désolé, mais à un moment, il y a un minimum de respect à avoir pour les autres pilotes. C'est un mec qui a les dents ultra longues. Et peu importe sur qui il faudra marcher pour y arriver, il marchera dessus. Et même sur Gunther Steiner d'ailleurs. C'est-à-dire que tu vois,
Regarde le regard. Regarde comme il en veut là. Après, il en faut de ça en Formule 1. Il faut de ce cœur-là, de cette volonté-là et de ce besoin de se dire je suis le meilleur. Hamilton l'a dit, on ne peut pas réussir en Formule 1 si on ne se pense pas être le meilleur. Mais au bout d'un moment, se penser être le meilleur, ça veut aussi dire respecter les autres en piste. Et bon, en fait, ce qu'il a fait là, c'est pas la manœuvre la plus grave qu'il ait fait dans sa carrière, mais c'est une énième fois. Et tu vois, Grosjean, il s'était fait calmer par Spa 2012. Ce qu'il avait fait, ça l'avait calmé. Est-ce qu'il a lui, on le calmera pas. Ça l'a calmé un temps. Non, mais lui, on le calmera pas. C'est un Danois, c'est un mec. C'est un Danois. Qu'est-ce que ça veut dire tous les Nordiques, gros, ils ont la tête dure. C'est pas possible, c'est normal. Tom Christensen, tu le calmes pas. S'il te demande de te taire, tu te tais, c'est tout. Donc Kevin Magnussen, tu t'arriveras jamais à le faire. En fonction des nationalités. Oh là là. Et les Italiens parlent avec les mains, c'est ça. Les Italiens parlent avec les mains. Les Italiens, ils frappent des conneries. Il était comme ça à chaque fois. Non mais je crois Pierrot que t'es pas tout à fait de l'avis de Moi, je suis pas de l'avis de Hamza et de Brice, surtout sur cette course. Il y a une manœuvre qui, je reconnais, elle est pas correcte et je pense que là, effectivement, il n'y a pas de respect vis-à-vis de Ricciardo. C'est quand il se décale au premier virage et qu'il se décale au moment de freiner, au moment où Ricciardo a déjà choisi sa ligne d'aller à l'intérieur. Et lui, il se décale pour encore la deuxième fois. C'était la deuxième fois, je crois, il me semble, effectivement. Mais toutes les autres fois où Villeneuve a pas arrêté de cracher sur lui, ouais, il zigzague. Bah non, en fait, c'est juste qu'il se décale. Il se décale peut-être tard, mais il se décale et il choisit sa ligne. Et derrière, oui, ça se décale tard, oui, ça va vite, oui, c'est un peu plus impressionnant parce que c'est quelqu'un qui défend un peu plus tard que les autres. Mais je trouve qu'il n'y a pas eu de problème, c'est que à part la deuxième tentative de défense. Quand ça se décale tard et que derrière, tu as, bon là en l'occurrence, c'était Ricciardo qui a l'aspiration, qui a le DRS ouvert, qui se décale. Il y a un différentiel de vitesse qui fait à un moment. Enfin, et un différentiel d'aéro. Si jamais Magnussen, en s'écartant, Ricciardo ne peut plus rien faire, un peu comme à Bakou par exemple avec Verstappen. Qu'est-ce qu'on fait ? Bah, il y a crash et alors on a dit que c'était Verstappen qui n'était pas le fautif sur l'incident entre Bakou entre Ricciardo et Verstappen. Donc bon. Toi, ça c'est ce que tu dis ou ce que. Bah, c'est ce que Red Bull a affirmé, machin. Oui, bref, ça c'est un autre débat, tu vois. Mais voilà, il y a crash. Après, Magnussen, il fait abandonner sa voiture, il fait abandonner celle de Ricciardo et derrière Ricciardo, il lui aura lui dire, ouais, bah écoute, non, ça va pas, machin. Je comprends ce que tu dis, mais il y a un truc sur lequel je suis pas d'accord, c'est qu'au moment où, en fait. Enfin, c'est dans le timing où ça se passe qu'il y a un vrai problème. C'est-à-dire que Magnussen se décale au moment où Ricciardo se décale et il se décale juste après. C'est-à-dire qu'il attend sur la deuxième tentative, mais la première aussi. Complètement d'accord. Et non, en fait, sur la première, non. Il fait quand même régulièrement ça. C'est-à-dire que tu as Ricciardo qui commence à se décaler, Magnussen il est comme ça sur les rétros. Bah oui, bah bien sûr. Et là, il voit qu'il se décale là. Il va vouloir défendre là où l'autre il va pas lui laisser la porte. Mais le principe, c'est de laisser deux lignes, d'en choisir une et de défendre sur ta ligne. Le principe, c'est pas de bloquer quelqu'un. Et là, en l'occurrence, il le fait tout le temps. Et il a une chance incroyable de garder tu peux le bloquer. Mais pas sur une ligne de freinage. Tu ne décales pas sur une ligne de freinage. Surtout qu'en plus, avec le DRS. Il s'est décalé une seule fois sur la ligne de freinage, c'était sur sa deuxième défense. C'est déjà trop, je suis désolé. C'est déjà trop, oui, d'accord. Et sur toutes les autres, il ne faut pas lui cracher à la gueule. Et il faut intégrer que Ricciardo derrière, donc comme on avait dit pour Vettel sur Verstappen, il a plus d'aéro parce qu'il est dans le sillage de l'aspiration de Magnussen. Et il a le DRS ouvert. Autant te dire que pour faire une manœuvre de sauvetage, c'est impossible. Donc, c'est le crash. Bon, et alors, et alors, s'il perd une jambe, et alors. Oui, mais... Allez, ça y est. C'est le crash, d'accord. Mais ce que je veux dire, c'est que. On ne peut pas encourager la dangerosité de ce genre de manœuvre. Non, j'encourage pas, mais je dis juste qu'il ne faut pas lui cracher plus sur la gueule que ce qu'il faut. C'est juste ça. Faut remettre les choses en contexte et remettre de la pondération, s'il vous plaît. Et puis en plus, chez les pistonnés, on ne crache pas dans la gueule, mais voilà, au visage. Voilà, on fait ça au visage chez nous. On caresse après. Quatrième enseignement, les amis. On va forcément parler d'un garçon dont on n'a pas du tout parlé depuis le début de cette saison. C'est lui, c'est George Russell, la surprise de ce week-end. Lui qui a failli rentrer en Q2 pour 53 centièmes, juste derrière Romain Grosjean. Un beau résultat en course quand même avec une Williams assez limitée, P16, devant une Racing Point, devant aussi une Alpha. Puis surtout, il a encore une fois étrillé son coéquipier Kubica, qu'il a laissé un tour derrière lui. Et son meilleur tour, c'était plus d'une seconde plus rapide que celui de Robert Kubica, qui était pourtant devant tous ses supporters en Hongrie. Ça tourne malgré beaucoup, le fait qu'il soit polonais, c'est vrai que ça tourne beaucoup. Russell, vous vouliez parler de Russell cette semaine? Ah oui, ça c'est primordial de parler de Russell. C'est un des grands futurs de la Formule 1. Je pense que. Un des grands futurs, oui, mais on s'en fout, voilà, là, ça va. Tout ça pour dire que non, effectivement, George Russell a fait un week-end parfait. Il a failli passer en Q2. C'est extraordinaire. Non, mais c'est 53 millièmes de la Q2. Attends, mais ça revient de très très loin pour Williams. Parce qu'au début de l'année et l'année dernière, ils étaient, mais quand on dit nulle part, c'est vraiment nulle part. Ils étaient aussi rapides qu'une Formule 2. Donc là.
les voir peut-être, au moins avec Russell, parce que bon, Kubica c'est une autre histoire, mais les voir se battre pour une Q2, le voir finir P16 avec une bonne stratégie à se battre, à mettre finalement une petite poutrelle à Monsieur Lance Stroll, ça fait plaisir, c'est bien, on est content pour George Russell. Et c'est pas lui qui a mis un point à Hockenheim, c'est pas lui qui a fini 4ème et il finit devant. C'est super injuste quand même pour lui. C'est fou parce que Mine de rien. Russell, il fait, je crois, il a 12-0 en qualif. Il a fini quasiment toutes les courses devant Kubica, sauf 2. Et la course où Williams signe dans les points, il finit derrière Kubica et Kubica les prend le boules, point. les C'est boules. terrible. Mais Russell, franchement, il fait un super début de saison et c'est aussi à signaler la Williams. On peut, Elle est en progrès. Hein. on l'a moqué forcément au début, etc. Mais déjà, elle est en net progrès. Surtout, elle est fiable. Ouais. Parce que c'est la seule équipe à avoir 0 abandon. En même temps, quand tu roules à 50%. C'est ce qu'il disait, regardez, George Russell à l'arrivée de cette course, la petite côte, la petite citation. Alors déjà, il nous avait finir 16e en qualification au mérite, c'est pour nous comme faire une pole. Et il disait, nous avons toujours du travail à faire sur notre rythme de course, mais nous avons fait des progrès. George Russell, un cousin de Jack, pour ceux qui l'ont bien sûr. N'hésitez pas à sourire à cette petite... T'as besoin de vacances, toi, hein. Ouais, il faut. La Williams va mieux. Est-ce qu'on peut espérer, c'est une question un peu boule de cristal, mais est-ce qu'on peut espérer que... Après, c'est un circuit particulier. On Je sais pas si elle va mieux, moi. Je t'avoue, je sais pas si elle va mieux parce que. Quand tu vois l'écart de progression, Oui. tu notes que. Je suis d'accord. Pas sûr qu'il note, mais... J'essaie de l'expliquer en français. Tu En vois. termes de résultats, d'accord. les graphiques qu'il a, le mec. Non, mais lui, il est arrivé avec justement. On C'est sent Laurent que- Dupin, gars. que l'écart Top avec, clear, on l'appelle, avec les Hamza, Racing aujourd'hui. Point, etc., se réduit Ouais. sur les meilleurs tours en qualif. Et ouais, c'est intéressant. Alors oui, effectivement, c'est un circuit particulier. Je suis pas sûr qu'on puisse revoir une Williams si performante à Spa et à Monza. Ah, moi je pense que si. Et justement, Je sais ils ont pas. un moteur Moi, j'ai un doute. Mercedes. J'ai un doute. Moi, je pense que Pour moi, je me suis toujours dit, c'est bêtement, que le moteur était très bon, puisque c'est le moteur champion du monde, et derrière, que l'aéro va être catastrophique. Pour moi, c'était ça. Et là, on arrive sur un circuit d'aéro qui est le Hungaroring, et il fonctionne. Ça, je comprends pas vraiment, tu vois. Moi, je me Alors, disais que moi, c'était je pense plus des que- circuits comme Spa ou Monza où ils pourraient tirer une épingle du jeu. Mais là, sur un circuit d'aéro, ça fonctionne. Alors, et qu'est-ce qu'ils ont apporté comme amélioration aérodynamique ? Je t'avoue que j'en sais rien parce que j'ai pas forcément regardé ce que c'est Williams. Alors justement, il y a eu merci, des grosses Pierrot. améliorations en Allemagne sur tout ce qu'on appelle le fond plat, donc sur tout le floor, sur tout le fond de la voiture, quoi, on va dire. Il y a eu des améliorations sur les dashboards à Silverstone, si je dis pas de bêtises, et normalement il doit y avoir des grosses améliorations, soit pour la Belgique, soit pour Monza, je saurais plus me remémorer, mais ils sont dans la bonne direction pour moi. Et en fait, c'est ça qui est bien. La Williams me rappelle un peu la Ferrari de 2012, dans le sens où elle a commencé très très bas, la Ferrari 2012, mais ils avaient un potentiel de développement qui était énorme et ils ont fini Failli ils ont failli être champions avec Failli. Fernando Alonso, mais Ce qui ne sera pas le cas de Williams cette année. ce qui ne sera pas le cas de Williams cette année, mais en tout cas on voit qu'effectivement leur possible développement encore. fonctionne Je crois que contrairement à mathématiquement, As, et c'est ça qui est important. Si. Et pour l'année prochaine, eh bien peut-être que Williams arrivera à se battre, pourquoi pas, pour faire les points régulièrement. Justement, pour revenir juste quelques Très secondes rapidement, sur les la course de Russell, en début de course, il a quand même gardé derrière lui Kvyat, Magnussen, Ricciardo sur les 15 premiers tours. Et moi, je trouve ça vraiment. Belle Il performance. était prometteur, P13, je crois, pendant les 6 premiers tours. En plus, ça a l'air d'être cette un chouette course. type. Oui, tout à fait. Et on en Non, mais parlera. sincèrement, Il a on voit sur les 45 ans. vidéos Et pareil, on va en reparler. de la F1. On va en reparler. C'est un chouette type. Jean-Louis Moncet, ça y est, il s'est emparé du corps de Hamza. Non, c'est un chouette type. On en reparlera de George Russell parce que pareil pour les transferts, Toto Wolff a fait quelques annonces, ça sera bien sûr pas dans les news. On fait un petit point comptable, chers amis, je sais que vous appréciez toujours, notamment sur le classement des pilotes, pour vous dire que Lewis Hamilton décidément a pris la poudre d'escampette, on peut le dire ainsi, 62 points d'avance sur Bottas, 69 sur Max Verstappen, avant bien sûr le début de cette trêve. Sainz lui se rapproche de Gasly, 5 points désormais entre les deux pilotes, ça commence à chauffer derrière les oreilles du pilote français. Et puis on jette également un petit coup d'œil au classement des constructeurs où grosso modo, beaucoup de choses semblent jouer d'ores et déjà. Ça semble jouer pour Mercedes qui compte 150 points d'avance désormais sur Ferrari. Mais c'est vraiment la bataille pour la seconde place qui va nous intéresser avec toujours ces 44 points d'avance pour Ferrari sur Red Bull. On reviendra bien sûr sur ce duel dans le débat avec cette question. Verstappen peut-il battre Ferrari à lui tout seul? On passe aux pronos. Allez, les pronos très rapidement pour vous dire que y a un garçon qui a marqué des points. Ils sont peut-être même deux en fait à avoir marqué des points.
Quoi ? Parce qu'on a été assez sympa aujourd'hui. Alors déjà, vous dire que voilà, les commissaires de course sont pas les plus loin sur des sanctions vis-à-vis de notre ami Hamza. Scandaleux. Ils lui ont donné un point et Scandaleux, alors t'as pas de pénalité, de quoi tu parles ? Mais en fait, Non, mais c'est parce comment que- ça, je donne le bon c'est parce que- vainqueur c'est Excuse-moi. parce qu'Hamilton en fait a marqué, a gagné cette course. Du coup, tu n'es pas inquiété par cette enquête. Tu as marqué un point. Comment ça se fait ? T'étais à 3 non avant 3,5, 3,5. T'étais à 3,5, donc voilà, t'égalises. Mais non, attends. Non, toi, j'ai rien fait, moi, j'ai rien fait. Chelou, il y a un truc qui a bizarre. fait le ouais, point, là il y a un truc bizarre. Non, il manque un point à Hamza Ramani. Non, Hamza est à 4 en Non, fait, il a je crois. pris un demi-point des Pielo par contre. Et voilà, Despiello a pris un demi-point, mais je vais vous expliquer. Je vais vous expliquer. Mais Hamza doit être à 4, je pense. Brice reste à 3,5 et Pierrot a T'es à pris. 4 Parce que j'ai Parce que marqué un normalement, point. t'étais à t'étais 2,5. à 2,5, pas 3,5. Pas de entre discussion. Attention, il y a un arbitre. Pas de S'il discussion, faut se les battre, on amis. se battra, les gars. Ok, 3,5 égalité. Brice Germain et monsieur Hamza Ramani. Et monsieur Despiello qui a pris 0,5 parce que quelque part, il avait annoncé un grand week-end de Max Verstappen. Et vous savez qu'on est là surtout pour mettre du suspense dans D'accord. ce classement des pronos. On lui a donné 0,5. Attends, tu lui donnes déjà tous les quiz pour rien, j'ai pas donné des points pour rien non plus. Hein. Ils ne sont pas tout à fait donnés. Vous verrez, on verra qui gagnera celui d'aujourd'hui. Vos pronos pour le Grand Prix de Spa qui aura lieu au début du mois de septembre, dans quelques semaines après la trêve. Alors, victoire de Sébastien Vettel. Ah. Il sort. Il l'a Pause, fait. pause. Ferrari. Juste une chose. Comme j'ai envie de marquer 0,5 comme Del Ouais, Piero, ouais. grand week-end des 19 autres pilotes. Voilà, c'est annoncé. Moi, je vais dire victoire de Charles Leclerc. Je tiens D'accord. À Spa. à Spa, ouais. Première victoire en carrière pour Charles Leclerc. Sébastien Vettel. D'accord. Zibos. Il n'y a que du rouge ici. Oh là là. Personne n'a senti la fibre grise, Ah, c'est le la moment. fibre allemande. C'est Tu vois, fini. ils vont encore nous les mettre, il y a Bottas qui va gagner, on n'aura rien compris, on se sera pour des cons sur Twitter. Merci les gars, les pistonnés, c'est terminé. On a vos pistonnés, on a vos pronos, les pistonnés, vous pistonnez de domicile, et bien n'hésitez pas à nous les écrire aussi vos pronos, que ce soit sur Twitter, sur Instagram, et puis bien sûr en commentaire de cette vidéo. On passe tout de suite au décryptage parce qu'il va falloir expliquer quand même comment Hamilton a pu gagner cette course. Lewis Hamilton, vainqueur du Grand Prix de Hongrie, mais bien aidé par ses ingénieurs en stratégie, on peut le dire. Regardez cette citation d'ailleurs du pilote britannique pour expliquer ce qu'il s'était passé au 50e tour, en tout cas dans sa tête et dans la voiture. Nous avions discuté des différentes options de stratégie le matin et 2 arrêts semblaient peu pertinents. Quand ils m'ont dit qu'on partait là-dessus, j'avoue que j'ai eu un doute. Pierrot, explique-nous pourquoi au 50e tour, Mercedes a opté pour une stratégie à 2 arrêts pour son pilote vedette, Lewis Hamilton, qui peut dire merci donc à James Walls. Eh bien, c'est un épisode en 3 actes pour aller chercher justement cette victoire dimanche pour Lewis Hamilton. C'est un véritable coup de poker stratégique. La situation de départ elle est relativement simple. Verstappen et Hamilton sont sur le même rythme de course depuis le début et très loin derrière, on a tous les autres, y compris Ferrari, etc. Donc vraiment, la victoire ne se joue qu'entre les deux et surtout, les deux ont tellement de marge qu'ils peuvent se permettre de faire un deuxième arrêt si jamais il y a un problème ou quoi que ce soit. Donc, s'ils font leur deuxième arrêt, ils ne perdront pas de position quoi qu'il arrive. L'acte 1, justement, le premier arrêt au stand, Verstappen s'arrête au tour 25 pour mettre les pneus hard pour aller au bout de la course. Donc c'est la stratégie basique, on va dire. Chez Mercedes, on pense alors à continuer et à pousser le premier relais d'Hamilton le plus loin possible pour qu'il puisse pourquoi pas chausser les pneus soft pour finir et dépasser Verstappen. Bien évidemment, il y a d'autres stratégies derrière, d'essayer d'avoir des pneus plus frais aussi, avoir des hards, etc. Seulement, voilà, on se rend compte que les médiums ne tiennent plus la cadence pour une telle stratégie. On l'arrête donc au tour 31, soit 6 tours seulement après Verstappen pour chausser des pneus durs. Il reste encore 40 tours et c'est très très long, il faut le savoir. Verstappen, sur ce premier move stratégique, finalement, garde l'avantage. On va passer donc à l'acte 2. Hamilton revient très vite sur Verstappen et tente une attaque au tour 39 de cette course au Hungaroring. C'est bien défendu évidemment de la part de Max Verstappen. Hamilton rentre avec un petit peu trop de vitesse dans le virage 4 et sort un peu large, donc c'était une très belle manœuvre évidemment, mais du coup un problème se pose alors. À force de vouloir attaquer, les pneus ils commencent à morfler, la mécanique avec, et même s'il venait à passer, est-ce que Hamilton aurait la capacité à partir et à s'échapper de la zone de Max Verstappen? Ça c'est une autre question. Hamilton, il le dit à la radio, je ne peux pas continuer à lui mettre la pression, il a du mal à gérer la température de ses freins aussi, donc effectivement il est obligé de laisser un petit peu d'espace avec Verstappen. Acte 3, dernier acte, alors que là on revoit la manœuvre d'Hamilton qui sort un peu large et qui laisse repasser Verstappen évidemment, donc no further action comme on dit. Acte 3, on change donc le fusil d'épaule chez Mercedes.
Et on fait le pari qui ne repose que sur 2 paramètres. Cette fois-ci, le talent de Lewis Hamilton et l'usure des pneus de Max Verstappen. On le fait rentrer donc au tour 48 pour mettre des médiums. Il faut savoir qu'au tour 46 rentre Bottas pour mettre des médiums aussi. Peut-être qu'il voulait avoir un premier aperçu sur une Mercedes de savoir comment fonctionnaient les médiums à ce moment-là. Et donc l'équation elle est simple, reprendre 19 secondes en 21 tours et dépasser Verstappen dans les tout derniers instants de la course, qui promettait une très belle fin de course. Stratégiquement parlant, ça bloque Verstappen malheureusement sur la piste, puisque si le Néerlandais s'arrête, Hamilton le dépassera quoi qu'il arrive lorsqu'il sortira des stands. Les pneus durs de Verstappen sont usés contre des pneus médiums neufs, un seul tour, et Verstappen ne peut donc pas couvrir la stratégie de Lewis Hamilton là-dessus. Maintenant, il va falloir se débrouiller et faire en sorte d'avoir suffisamment de rythme pour finir la course et ne pas se faire dépasser. Malheureusement, c'est ce qu'il arrive plus tôt que prévu. Tour 67, Hamilton conclut la stratégie audacieuse de Mercedes pour la victoire. On a vu Red Bull dicter à plusieurs reprises pendant certains Grands Prix la stratégie à Ferrari par exemple. Ils étaient en position d'action à ce moment-là et dimanche, ils étaient plus sur une position d'observateur, de voir ce que Mercedes allait faire, alors que Mercedes était dans cette position d'agir et c'est ce qu'ils ont fait. Ils ont pris le pari, ça a payé. Alors, pour rebondir sur ce que vient de dire Pierrot, et je vous posais la question à tous les deux, pareil, tour de table assez rapide, oui, non. Pierrot a dit il fallait 2 paramètres, miser sur 2 paramètres, le talent de Lewis Hamilton et l'usure des pneus aussi de Verstappen. On sait que cette idée est venue des cerveaux, de la matière grise, on peut le dire ainsi, de Mercedes. Est-ce que c'est les cerveaux de Mercedes qui ont permis cette victoire, ou est-ce que c'est le talent de Hamilton? S'il fallait faire un choix entre les deux. Les deux. Ouais. Je pense que c'est compliqué de dissocier. Oui, alors la part de responsabilité des Qu'est-ce de la qui vous a matière le plus grise. impressionné des deux, on va dire? C'est plus ça. En effet, c'est les deux. C'est mais qu'est-ce plutôt que ça le- fait l'arrêt du moment en fait. Moi, c'est plutôt l'arrêt au stand, parce qu'à ce moment-là, personnellement, je ne m'y attendais absolument pas. Et effectivement, comme tu dis, Bottas s'arrête 2 tours avant. Moi, j'ai pas fait le rapprochement. À aucun moment, je me dis à ce moment-là, peut-être que Mercedes est en train de tenter un coup, est en train de voir avec Bottas ce qu'il est possible de faire pour Hamilton. On savait juste qu'il y avait la possibilité de faire un free stop par rapport au Ferrari. Oui, voilà. Mais ouais, effectivement, sur l'instant, je suis plus impressionné par ce qu'a fait Mercedes. En fait, c'est pas risqué. L'arrêt n'est pas risqué. Non, t'as rien à perdre. À part le fait de bloquer un pistolet, repartir avec 50 secondes parce que tu n'y arrives pas. Enfin, a priori, il n'y avait pas de risque. Je suis plus impressionné par le talent d'Hamilton parce que sur les 4-5 premiers tours, il ne remonte pas assez. Il reprend 4 dixièmes, 5 dixièmes au tour. Et franchement, on était tous devant notre télé à se dire stratégie qui a foiré. Et franchement, il en faut quand même du mental pour voir que la stratégie que tu fais au moment où tu ressors, elle prend pas. Mais par contre, elle s'est mise à prendre à un moment où il restait 9 ou 10 tours, je crois. Il s'est mis à remonter comme une balle à coup de 2 secondes au tour. Et franchement, il a fallu tenir ce rythme-là. C'est-à-dire que Hamilton, il n'a pas lâché mentalement le fait de devoir remonter, alors que quand il restait 11 tours, il était encore à 13 secondes 5 ou 14 secondes, ce qui paraît totalement impossible au vu de la non-dégradation des pneus de Verstappen à ce moment-là. Donc franchement, je dis bravo parce qu'il a tenu ce rythme, ce hammer time de 15 tours qu'on lui a demandé, et à la fin ça a payé, ça a largement payé, donc je mettrais plus Hamilton en valeur. Ça paye aussi parce que les pneus de Verstappen sont complètement morts aussi. Se sont dégradés, mais les pneus médiums ont aussi mis du temps à chauffer. Il a commencé à taper des records du tour au bout de 4-5 tours. Au début, c'était un peu plus compliqué quand même. 10 tours de qualif, voilà ce qu'a dit Lewis Hamilton, bien sûr, à Bono, son ingénieur, en tout cas, son team radio, Peter Bonington. Les amis, c'est l'heure du débat. Merci beaucoup, mon cher Pierrot, pour ce très beau décryptage. On va passer au débat. On va parler de Max Verstappen, on va parler de Red Bull, on va parler de Ferrari. On va se poser la question, justement, si le Néerlandais peut mettre la Scuderia à genoux. Oui, rien que ça. Max Verstappen peut-il abattre la Scuderia Ferrari dans cette saison 2019 ? Alors voilà, le cap de la mi-saison est passé, la trêve arrive, les pilotes sont en vacances. On rappelle que les usines, normalement, n'ont pas le droit d'être ouvertes et n'ont pas le droit de travailler. Et au vu de la dynamique récente, on se demande vraiment si Ferrari va pouvoir résister à Red Bull, mais va surtout pouvoir résister à la nouvelle star de la Formule 1, le Néerlandais Max Verstappen. On va d'ailleurs partir du constat et du principe que ces Red Bull ont peut-être le meilleur rythme actuellement, bien sûr, en Formule 1. Alors ça, ce sera à vous, bien sûr, de discuter ce constat, de le valider ou non. Avec ce premier habillage, regardez, 93 points pris
par Verstappen sur les 5 dernières courses contre 88 à Hamilton. 4e course consécutive que Ferrari ne marque pas plus de points que Red Bull. Et surtout Ferrari qui compte 44 points. Tiens, 44, le chiffre 44, ça ne vous dit rien, non, je ne sais pas. Compte 44 points d'avance sur Red Bull à 9 Grands Prix de la fin. Est-ce que quelque part, c'est pas Red Bull là, qui a pris l'ascendant, même sur une bonne partie, on peut dire, du plateau, plus que Red Bull, Max Verstappen? Oui, Max Oui, Verstappen, Max Verstappen, plus oui. le Red Bull. Parce que du côté de Red Bull, malheureusement. mal d'un coup. Ouais, non, mais Je ne peux plus rien dire dans cette émission, les amis. C'est Max Verstappen, on t'a dit. du côté de Red Bull, c'est vrai que c'est compliqué pour Pierre Gasly. Je pense qu'on en reparlera tout à l'heure, mais effectivement, la forme de Max Verstappen est assez impressionnante. La semaine dernière, on parlait de sa régularité. C'est 20 courses, maintenant ça fait 21 courses consécutives dans le top 5. Je trouve ça assez exceptionnel. Maintenant, comme on va le dire très certainement, il va se battre face à 2 pilotes, Sébastien Vettel et Charles Leclerc. Je pense que pour répondre à la question, après le Grand Prix d'Italie, on aura peut-être un avis, on pourra avoir un avis plus tranché parce que c'est deux circuits plutôt pour Ferrari. On sait que Ferrari est capable de se tirer des balles dans le pied assez seul, c'est commun concrètement. Donc si Ferrari ne score pas en Belgique et en Italie ou score moins que les Red Bull à ce moment-là, je pense que ça peut devenir compliqué pour la seconde partie de saison. Moi je suis un peu d'accord avec Hamza. Je pense que les circuits sont tous différents, heureusement, pendant la saison, mais il y a des circuits qui sont plus typés Ferrari, d'autres qui sont plus typés Red Bull. Et cette saison, on a l'impression qu'il y a moins de circuits typés Ferrari que de circuits typés Red Bull, ou en tout cas où la chance sourit plus à Red Bull qu'à Ferrari. Et puis bon, il faut dire que Ferrari, effectivement, ils ont l'art de se tirer des balles dans le pied, malheureusement. En termes de chance, ouais, on n'est pas là. Ouais. on pas est- l'écurie la plus pas haute. au tu top. vois. Non, clairement. Vous c'est- remarquerez que Brice dit « on » quand on parle de Ferrari. C'est ça. Non, En il a termes de envie chance, d'être dedans. on- Il est- Allez, c'est bon. Ferrari, dans le... Je suis pour Hülkenberg, d'accord. Mais effectivement, Verstappen a été aussi beaucoup aidé par les stratèges chez Red Bull. Comme je l'ai dit sur le décryptage, plein de fois Red Bull s'est retrouvé dans une position où elle n'avait pas le rythme en course, on va dire, pour essayer d'aller dépasser les Ferrari sur la piste, et où ils ont fait des coups stratégiques qui ont très bien marché, et finalement où ils ont réussi à grappiller des points. Et on en parlait dans les premières émissions des Pistonnés, où on disait ouais, mais Charles Leclerc il finit derrière Verstappen, et du coup c'est 2-3 points qui sont repris par-ci par-là, et on l'avait dit, ça risque de compter pour la fin de saison, surtout pour Red Bull vis-à-vis de Ferrari. Verstappen n'a pas besoin de confiance pour être ultra performant. Et là, il est en confiance. Déjà, il a signé sa pole, donc il lui manque plus rien. Il a fait sa pole, il a ses victoires. Il lui manque un titre de champion du monde, monsieur, quand même. Oui, bah à 21 ans, ça va peut-être aller. Quoi. Je veux dire, bon, pas obligé non plus de demander trop non plus à un talent pareil. En tout cas, ça n'arrivera pas cette saison. Ça, attendez. Riez pas toutes les questions parce qu'on va l'évoquer. Ouais, laisse tranquille, reste un peu. On verra. calme. On en parlera tout à l'heure. ensuite. On en reparlera. Non, mais enfin, on veut dire, il a quand même toute la confiance qu'il faut. Il a son team qui est 100% derrière lui parce que c'est pas comme s'il était focalisé sur Gasly. Et puis, il y a un truc qui donne pour moi un avantage à Red Bull, c'est qu'ils comprennent leur voiture beaucoup mieux que Ferrari et par conséquent, ils peuvent aller plus vite en termes d'évolution, puisqu'ils savent comment elle fonctionne, alors que Ferrari patauge encore à la comprendre. Donc il y a peut-être pas les mêmes moyens chez Red Bull que chez Ferrari, mais en attendant, les évolutions Red Bull, je les sens, enfin, encore une fois, c'est boule de cristal ça, mais je les sens quand même légèrement mieux pour la fin de saison que Ferrari, dans le sens où on a déjà vu un vrai step réalisé, parce que quand tu compares la Red Bull de l'Australie et la Red Bull de la Hongrie, il n'y a même rien à voir, quoi. On s'est dit c'était vraiment aux fraises en Australie. Et là, vraiment, ils ont l'air de jouer les premières places de manière régulière avec Mercedes. Il y a quelque chose qui est intéressant sur ce que dit Brice, c'est qu'effectivement, ils ont une meilleure compréhension de leur voiture par rapport à Ferrari, parce que Ferrari patauge avec 2 pilotes qui essaient de trouver des réglages. Là, chez Red Bull, on est sur une autre dynamique, puisque on en a un qui teste les réglages et l'autre qui les exploite. Donc, plus peut-être de facilité à travailler comme ça. Ça a toujours été 2 philosophies différentes en Formule 1, à savoir essayer de trouver un package qui fonctionne pour 2 pilotes et d'engranger des points. Et tu avais toujours les écuries derrière qui se basaient sur leur pilote numéro 1 et qui écoutaient ce qu'il disait. Et le numéro 2, démerde-toi avec ce qu'on te donne. Mais juste pour rebondir sur ce que tu viens de dire, tu dis donc il y a un pilote qui teste et il y en a un qui met en place, et qui le met à exécution. On voit quand même qu'il y a 2 pilotages très différents entre Pierre Gasly et Max Verstappen. On sait que Gasly freine notamment beaucoup plus tard et beaucoup plus agressif que Verstappen avec cette voiture. Est-ce que ça peut pas être une source aussi de problème à l'avenir ? Ça peut être une source de problème pour Red Bull, puisque effectivement, ils ont
ont besoin de marquer des gros points. Et là, on voit Gasly qui finit, attendez que je vous le dise, qui finit derrière Sainz, derrière une McLaren, alors qu'il est censé pouvoir peut-être, si on lui donne la même voiture que Verstappen, il est censé se battre au niveau de Verstappen et d'Hamilton. Donc c'est ça le gros problème. Et ça va faire beaucoup de points qu'il va falloir enlever, entre guillemets, qui sont un manque à gagner pour Red Bull à la fin de saison. Et si on refait toute la saison en se disant à quel moment Gasly aurait pu effectivement marquer beaucoup plus de points, je suis sûr que Red Bull serait déjà devant Ferrari à l'heure actuelle. Le problème, c'est que Gasly, aujourd'hui, il semble incapable à la régulière d'aller chercher le top 5. Et peut-être que la trêve aussi arrive au bon moment, que Red Bull va aussi se concentrer sur Pierre Gasly s'ils ont en tête l'objectif d'aller chercher Ferrari. Ça, j'en sais rien. Mais en tout cas, va falloir que Red Bull se concentre aussi sur Pierre Gasly s'ils veulent aller chercher Ferrari. Mais quelque part, est-ce que en mettant pas de numéro 1, numéro 2 avec Ricciardo et Verstappen, ils ont réussi à chercher Ferrari? Non. Est-ce que là, en faisant ça, la place était complètement différente. Aujourd'hui, Red Bull se bat avec Mercedes. Ouais, mais elle jouait des victoires aussi. Mais c'est pas la régulière aujourd'hui. La Red Bull l'année dernière, ils prennent combien de victoires entre Ricciardo et Verstappen? Attention, l'année dernière, Ferrari était deuxième force du plateau, voire première force avec Mercedes. Ça, c'est indéniable. Là, cette année, Red Bull est plus la deuxième force du plateau que Ferrari. Verstappen est la deuxième force du plateau. Bah oui, mais bon, la voiture. Mais est-ce que finalement, ils vont pas réussir à prendre plus de points avec un pilote en se concentrant sur lui? C'est la question du jour. Probablement une super. C'est la question du jour. Mais la question, elle est un peu plus large que ça. C'est est-ce que en fait, une philosophie pour convenir à un seul pilote, ça peut pas t'engranger finalement plus de points qu'une voiture compromis? Probablement. Et en l'occurrence, comment il la kiffe sa bagnole, Verstappen, franchement. Bien sûr. Et tu te dis, si on lui fait ramener 25 points au lieu de 15 et 10, peut-être pas plus mal pour la visibilité, peut-être pas. Enfin, voilà. Et derrière, tu mets un pilote en avant à fond, et derrière, des contrats qui sont encore plus gros. Donc, peut-être que c'est une solution qui convient à Red Bull. Après, ça nique la carrière de Gasly. Vous évoquiez les seconds couteaux. Regardez quand même ces petites informations là qu'on a préparées avant le début de l'émission. Vous avez beaucoup parlé de Pierre Gasly. Parlons aussi un petit peu quand même de Charles Leclerc. Vous avez l'air de dire que si du côté de Red Bull, Verstappen met les points et domine outrageusement Ferrari, ça suffira. On a quand même deux constats. C'est que Leclerc, quand même, sur cette première moitié de saison, fait beaucoup d'erreurs. On prendra les cas de la Hongrie et de l'Allemagne. Il y a quand même 3 belles occasions de remporter une course depuis le début de cette saison. Si tu prends notamment Bahreïn, si tu prends notamment l'Allemagne et si tu prends également l'Autriche, exactement. Et puis Gasly, c'est quand même un beau constat, il ne rentre pas assez de points. Regardez, il est seulement à 5 points de Carlos Sainz, il est 69 points derrière Leclerc, 118 derrière son coéquipier. Il n'arrive pas à se battre très clairement avec les 3 top teams, Red Bull, Ferrari et Mercedes. Est-ce que ça va pas trop leur coûter cher justement ces seconds couteaux du côté de Ferrari, Red Bull? Moi, je ne sais pas. En tout cas, ce qui est sûr, excuse-moi, rapidement, c'est que encore une fois, là, on a vu par les stats que, on l'a dit, il y a 2 philosophies différentes. On a Red Bull qui focalise tout sur un pilote, Ferrari qui essaie de faire la part belle des choses pour avoir les deux pilotes, ce qu'ils font rarement et voire jamais. Et là, on a le constat qui est le cas de se dire, Leclerc, il fait des erreurs, Gasly, il fait des erreurs. Sauf que Gasly, on lui tape beaucoup plus sur la tête puisque Verstappen est impérial, un peu comme Lewis Hamilton face à Bottas, alors que Leclerc on va pas dire plus d'erreurs, il fait autant d'erreurs, on va dire peut-être que Pierre Gasly, mais comme Vettel n'est pas à son top de sa forme, ça passe beaucoup mieux en fait, c'est beaucoup plus lisse. Donc effectivement, derrière, est-ce que ça va être bénéfique pour Red Bull à terme? Je sais pas, mais l'acclimatation dans un top team, elle est très très compliquée, que ce soit pour Leclerc qui a un talent fou ou pour Gasly qui est un très 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 bon pilote. Et puis Leclerc, il commet peut-être des erreurs, mais il prend les gros points. Là, ça fait 5 qualifs de suite qu'il est devant Sébastien Vettel. Donc il a du rythme aussi. C'est ça. Ça veut dire qu'aujourd'hui, Ferrari peut compter sur ces 2 pilotes. Si jamais Vettel abandonne, Charles Leclerc il pourra aller chercher des gros points. Peut-être la victoire sur les prochaines courses, on verra. Mais Gasly, si Verstappen aujourd'hui abandonne lors d'un Grand Prix, Red Bull, je suis pas sûr qu'ils puissent compter sur Pierre Gasly pour aller chercher ne serait-ce qu'un podium. Les deux ont les mêmes problèmes avec leur voiture, c'est qu'ils n'arrivent pas à trouver les réglages qui leur convient. C'est normal, à Gasly on lui impose un réglage. Gasly on lui impose un réglage et Leclerc il est tombé sur une bagnole, il faut être ingénieur de la NASA pour la comprendre.
Donc, Surtout que c'est fait par quoique. des Italiens. Ouais, et encore. même eux, ils l'ont fait. Il fait, voilà. me demande pas plus, par contre, quand elle roule. Ça va pas, c'est pas mon problème. C'est ça. Donc, non, mais c'est compliqué pour les deux. Après, effectivement, Leclerc a quand même une sérénité qui est plus grande dans le sens où il n'y a pas une échéance comme tu peux avoir chez Red Bull. Sérénité, tu C'est vrai. trouves? Parce qu'il y a quand même beaucoup d'erreurs. On l'a vu aussi également sur le petit habillage. Énormément d'erreurs faites Mais il a par pas- Charles Leclerc depuis quelques courses. alors, quand même. Il n'a pas Bien sûr, l'épée il y de a- Damoclès au-dessus de la tête. Ouais, C'est ça, voilà. il y a des erreurs chez Charles Leclerc, mais il y a aussi des erreurs de chez Ferrari, alors que chez Red Bull, il y a beaucoup moins d'erreurs envers Pierre Gasly. C'est aussi ça qu'il faut mettre en Comme disait perspective. Pierrot, il y a un gap énorme entre les erreurs de Gasly et celles de Verstappen qui se comptent sur les doigts d'une main, voire pas en fait, il n'y en a pas. Alors que Vettel en fait autant, voire plus que Leclerc des erreurs. Oui, bon, ok. Enfin, tu parlais Fais des erreurs. Tu Allez. parlais Fais des des erreurs. En tout cas, il n'a erreurs. pas de rythme. Tu parlais des erreurs de Ferrari quand il sort tout seul en Q1. En Q1 ce samedi, c'est pas non plus une erreur de Ferrari. À c'est Hockenheim, sûr. alors il peut y avoir une erreur peut-être de stratégie sur les pneus à Hockenheim quand il sort, alors qu'il aurait pu jouer la gagne à ce moment-là. Ah, c'est ça quand va- même ça va des vite, hein, points sur les- qui Oui, défilent. il quoi. en fait des erreurs, mais Verstappen en faisait aussi sur sa première année chez Red Bull. C'est ça. C'est des premières années dans un top team, Elles sont difficiles. elles sont compréhensibles et je Hamilton trouve a fait justement des erreurs que quand il est arrivé chez McLaren, et pourtant il a un talent de fou furieux. ce qui fait qu'on est plus dur à Gasly, encore une fois, c'est ce gap par rapport aux coéquipiers. Ouais. Et le gap est beaucoup moins grand entre Leclerc et Vettel qu'entre Gasly et Verstappen, malheureusement. Avant de vous lancer sur une troisième question, et maintenant qu'on a beaucoup évoqué quand même la question de Red Bull et Ferrari, juste un petit tour de table. Ferrari, Red Bull, qui sera la deuxième force du plateau à l'issue de cette année? C'est-à-dire, est-ce que les seconds couteaux vont se réveiller? Est-ce qu'un Gasly va faire mieux sur la deuxième moitié de saison? Est-ce que Verstappen va faire aussi bien? Je pense que Red Bull aura la meilleure voiture, mais que Ferrari finira deuxième. Exactement. Exactement. Ouais, ça va jouer à pas grand chose. Je pense que ce qui sera plus intéressant sera la lutte entre Red Bull et Ferrari. On espère que Pierre Gasly arrive à se réveiller, à trouver le petit plus qui fait qu'il va réussir à piloter la Et que la Red Bull voiture change sa correctement. philosophie par rapport à Pierre Gasly. Je pense que Est-ce que ça doit venir de Red Bull? Est-ce que ça doit venir de Pierre Gasly? Je pense qu'il faut que ça vienne des Ah, deux des à un deux, moment bah donné, oui. mais voilà, ça va être compliqué. hein. Et si ça vient pas de Red Bull, je vois pas Gasly, Ouais. ça va être compliqué aussi pour Pierre Ah, Gasly. bien sûr, Ça, bien sûr. Mais tu le vois se poser devant Marco et faire bon, écoute-moi bien. Non, tu le vois Non, pas mais faire ça. en soi, c'est pour Red Bull. Parce que c'est Oui, Red Bull oui, qui vise aussi une Mais deuxième est-ce place que au Red Bull championnat. est mécontent de sa position au championnat à l'heure actuelle? Je pense pas. Donc est-ce Non. qu'ils vont Mais quand changer tu vois leur, la situation de Ferrari, peut-être qu'en début de saison, tu te disais la deuxième place au constructeur serait compliquée à aller chercher. Aujourd'hui, quand tu vois la situation, je pense que du côté de Red Bull, tu peux légitimement penser que cette deuxième place, elle est accessible. Ah mais bien sûr, mais par contre, je pense qu'ils sont plus en train de se dire qu'est-ce qu'il fout Pierre que de se dire est-ce qu'on doit faire la voiture pour Pierre. Mais après, C'est là plus aussi, ça. est-ce que l'objectif, c'est d'aller chercher la deuxième place au constructeur dès cette saison Préparer 2020. Exactement, préparer 2020. Et là, pourquoi pas un Il y a titre quand de même de champion du l'argent monde qui rentre. hein. pour Max Verstappen. Et là, je te fais ta transition. Et voilà, tout à fait, voilà. parce que Max Dépassé. Verstappen, c'était l'autre Nickel, relance mais- que je voulais vous faire. Mais la Bravo, place, faut pas le dire. exactement. Petite, Moi, je le dis toujours. petite comme ça à l'aveugle. La question que je voulais vous poser, puisqu'on a évoqué Red Bull, on a évoqué Ferrari, Max Verstappen, c'est quand même le nom, le prénom qui est revenu au fur et à mesure de votre discussion. Est-ce qu'il peut se mêler à la lutte pour le titre 2019? Regardez un petit peu les points, le retard énorme quand même accumulé et par Bottas et par Verstappen. Est-ce que Verstappen, c'est l'homme qui va titiller Lewis Hamilton cette deuxième partie de saison? Est-ce qu'il peut faire douter le pilote britannique en route vers un 6e titre? Écoute, sur les 4 derniers Grands Prix, il lui a repris 18 points. Alors c'est rien en soi parce que il y a eu des circonstances. Mercedes n'était pas performant en Allemagne, tout ça. Et tu sais que s'il veut enclencher la machine, Hamilton, il est irrattrapable. Mais pourquoi pas? Je te dis, c'est hautement improbable. Parce que ça veut dire que Red Bull a fait un bond en avant énorme, que Verstappen n'a aucun temps faible sur la saison. Ça. Mais bon, pour le moment, comme on disait avec Et que ces 21 Hamilton, Grands Prix, il faut aussi qu'il ait des temps. qu'il ait des temps faibles, oui. bah, il en a déjà eu un ou deux. Hockenheim, mais il en au moment, faudra Ouais, pas mais les ce que je te dis, c'est qu'il en aura pas 15 dans la saison. il en faudra au moins deux, là, il ouais. faut un concours de circonstances énorme. Mm. Mais si Verstappen continue sur sa lancée, parce qu'encore une fois, on l'a dit, 21 Grands Prix dans le top 5, c'est quand même une performance exceptionnelle. Moi, je dis, on sait jamais. S'il continue à reprendre une dizaine de points sur les 2 prochains Grands Prix, il reste quoi, 9 courses à coût de 10 points tous les 2 Grands Prix. Même pas, c'est 8. Non, 9. 8 par Il Grand en a Prix. 12. Non, mais 8 par Grand Prix, 8 points par Grand Prix. Verstappen. Premier à chaque fois, normal. Non, c'est hautement improbable. Mais J'ai entendu souffler, Non, à non, côté moi pour je réagir. suis assez d'accord. Je pense que effectivement c'est hautement improbable. Maintenant, il peut se passer tellement de choses en Formule 1, il y a tellement de variables à prendre en compte pour qu'un championnat se termine. Rien n'est joué avant la dernière course ou avant que mathématiquement parlant ce soit fait, n'est-ce pas,
Kimi Raikkonen. Voilà. oui. Tout ça pour dire qu'effectivement, demain, je sais pas, Mercedes signe Ocon à Spa-Francorchamps, Bottas prend le seum, dit bah maintenant je vais tout faire en sorte pour entre guillemets vous foirer vos stratégies, Comme Raikkonen en Italie l'an dernier. Par exemple. Mais voilà, il peut se passer ça. Du coup, Hamilton serait dans un temps faible, il y aurait une mauvaise ambiance dans l'écurie, peut-être qu'il aurait du mal à se remettre de ça. Bref, il peut se passer plein de choses. On peut partir sur plein de théories complètement folles, farfelues, complètement silly season, comme on dit. Mais là, clairement, ça risque d'être compliqué pour Verstappen. Maintenant, il y a 69 points d'écart avec Hamilton. Ça peut aller très très vite, hein, parce que la fiabilité Mercedes, même si elle n'est plus à démontrer, il peut toujours y avoir un problème. Donc il peut y avoir un 25-0. Il faut aussi là voir si Verstappen. Il en faudrait 2, limite. Exactement, il en faut minimum 2. Donc grosso modo, il faudrait que Verstappen n'ait 0 temps faible sur cette saison et que Hamilton en ait quelques-uns. Ce qui est tout à fait possible. Par contre, on rappelle 21 courses de suite dans le top 5 pour Verstappen. Le moteur Honda peut avoir des temps faibles parce qu'on arrive sur Spa et Monza. Il va falloir libérer de la puissance. On ne sait pas ce qui va se passer. Et puis en plus, on sait que Red Bull avait préparé cette saison en première saison avec Honda, un peu de transition. Donc ils vont certainement réutiliser des moteurs, prendre des pénalités. Ils doivent en prendre. Voilà, donc bon, c'est à tempérer, mais à voir, on ne sait jamais. Franchement. Hamza, un avis qui aurait pas été saison, honnêtement, non, pour cette saison, j'y crois pas. Je pense qu'Hamilton gérera tranquillement. Pour vous, la saison est pliée, les amis, si je vous écoute. Le titre de champion du monde, pour moi, la saison est pliée. Pour moi, le seul qui aurait pu concurrencer Lewis Hamilton, c'est Valtteri Bottas. On en parlait en début de saison. Il a mal géré ses temps faibles et mal géré ses temps forts aussi, ou les temps faibles de Lewis Hamilton. Voilà, 61 points de retard, c'est terminé pour 2019. Maintenant, je pense sincèrement que pour 2020, tellement envie qu'il y ait le championnat Bottas. Max Verstappen. Ça peut être très très intéressant. Bon les amis, si vous avez bien compris, c'est la trêve, mais ne regardez plus jamais les pistonnés puisque cette saison 2019 est pliée. Lewis Hamilton est champion du monde, Mercedes sera champion du monde. Bon, bref, non, c'est une blague. On reviendra à nous en tout cas quoi qu'il arrive. Pour ceux qui croient encore qu'il y aura un peu de suspense, et puis on aura des choses à dire. Hein. On aura des choses à dire quoi qu'il arrive et on reviendra bien évidemment après le premier week-end de septembre. Fin de ce débat. N'oubliez pas bien sûr de réagir vous aussi chez vous en commentaire dans cette vidéo, bien sûr sur YouTube. N'hésitez pas à nous envoyer vos réactions aussi sur Twitter et sur Instagram. Le débat, Max Verstappen peut-il battre à lui tout seul les Red Bull? Et puis si vous voulez aller plus loin sur les Ferrari, les Ferrari, ça serait mieux. Qui bat déjà Red Bull tout seul. Ça s'appellera un suicide sinon, et ça serait forcément pas bon signe. On passe aux news tout de suite. Allez les news. Allez, on va très 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 vite. On est à la bourre. Vous vous demandez toujours pourquoi on pourrait être à la bourre, que cette émission est enregistrée. C'est parce que j'ai un train juste après. Hein. Ça, c'est une vraie émission de pistonné, quoi. La première news, s'il vous plaît. Une saison 2020 à 22 Grands Prix. C'est ce qui serait, pourquoi pas, en train de se profiler. Les patrons de la F1 semblent d'accord, en tout cas, sur cette question. L'idée de la 22e course, ce serait forcément de trouver une place au Grand Prix d'Espagne après l'intégration au calendrier de Zandvoort et le deuxième Vietnam, Hanoï au Vietnam. Regardez, vous avez vu Chase Carey, le patron de Liberty Media et de la Formule 1 qui nous dit notre business est de faire croître la F1 et Toto Wolff qui a mis une condition, ok pour 22 Grands Prix, mais dans ces cas-là, on ne change pas le quota de moteurs. 22 Grands Prix dans la saison 2020, qu'est-ce que ça évoque comme réaction ici en plateau? Ça fait long, tant mieux pour nous, mais ça fait long pour tous ceux qui travaillent en Formule 1. Ouais, au bout d'un moment, c'est un sport qui nécessite énormément de temps pour développer des choses. Enfin, en fait, on croit que tout le monde s'emmerde de novembre à mars parce que on attend la F1, mais au bout d'un moment, en fait, ça bosse là-bas. Ça fait que bosser l'hiver. Et tu vois, on en arrive aujourd'hui à avoir des présentations de bagnoles qui arrivent quelques jours avant le début de la saison. Le package Williams, c'est pas présent en essai. Au bout d'un moment, il faut quand même laisser les écuries travailler. Et Williams, qui est une écurie expérimentée, est une écurie, par exemple, qui aurait eu besoin de temps pour faire sa voiture et qui aurait peut-être mieux fait s'il n'y avait pas eu 21 Grands Prix et une saison qui se termine en novembre. Puis la saison prochaine, ce sera 22, et puis dans 3-4 ans, ce sera 25. C'est l'objectif affirmé. Le problème, c'est que, Red Bull a de l'argent, Ferrari a de l'argent, Mercedes a de l'argent. Ils pourront limite avoir une deuxième équipe pour les voyages, pour les Grands Prix. Mais faut penser aux petites équipes. Il faut penser à Haas, à Alfa Romeo, les équipes à petit budget. Ça va être vraiment compliqué pour ces équipes-là de faire une saison à 22 puis à 25 courses. Et puis même pour l'intérêt du championnat. Oui, ça fait long. C'est génial d'avoir 22 courses parce que tu as 22 grands... Ok, mais l'intérêt du championnat, un abandon de Lewis Hamilton,
Il n'a plus le même. Exactement. Enfin, moi, personnellement, j'ai grandi à l'époque où la F1, tu avais 16-17 courses dans la saison, où un abandon pouvait te coûter le titre. Aujourd'hui, c'est plus le cas. Tu prends le foot, tu as 38 journées, c'est pas parce qu'il y a une défaite que tu te dis c'est le tournant du championnat. Mais on va rajouter plus de matchs toujours, et c'est vrai que les droits télé sont sans doute pour quelque chose. Le grand paradoxe, vous le disiez, c'est qu'on est dans les pleines discussions, on en parlera à la rentrée des accords Concorde, où on essaye de réduire les budgets, et que là, ça nécessite, tu auras les grosses écuries, comme on l'avait dit, qui auront des roulements avec 2 équipes, et les petites qui devront bien boire le calice jusqu'à Lali. Deuxième news, les amis, c'est les transferts. Il s'est passé des choses, notamment vendredi. Vendredi, Toto Wolff est arrivé devant la presse et a dit cela va être un débat pour la place, bien sûr, de pilote numéro 2 chez Mercedes l'année prochaine. Un débat entre Esteban et Valtteri. Les deux, en un sens, méritent ce baquet. Il a donc confirmé que ni George Russell ni Fernando Alonso pouvaient être des candidats éventuels, mais ça on le savait, un petit peu déjà. Mais en tout cas, il a fermé la porte à ces 2 pilotes. Le baquet donc chez Mercedes va se jouer entre ces deux garçons. La décision va être prise en interne cette semaine, on le sait, Toto Wolff l'a affirmé. Et vous l'avez vu, le titre, on a mis « Ça sent bon pour Ocon », avec un point d'interrogation, parce qu'autour de ce plateau, il y a soit des gens qui ont des bonnes infos, soit des gens qui ont du ressenti et qui se disent que c'est fait pour Esteban Ocon ou que ça serait pas très loin de se faire. Est-ce qu'on pourrait avoir les deux en même temps, d'avoir peut-être des semblables d'infos et pourquoi pas du ressenti, surtout du ressenti en vrai. En soi, la décision entre Bottas et Ocon est extrêmement cornélienne dans le sens où chacun des deux à sa place, quoi qu'il arrive. Ocon représente l'avenir, fera le même travail que Bottas. Bottas, c'est une facilité pour Hamilton, machin. Donc il y a un nombre d'arguments incalculables qu'on pourrait répertorier et on verrait qu'à la fin, en fait, c'est kiff-kiff, qu'on prenne Ocon ou Bottas. Est-ce que ça va changer des choses ? Oui, ça va changer des choses sur l'avenir de l'écurie Mercedes, mais au final, en termes de perfo, est-ce que ça va vraiment beaucoup changer ? Pas certain. Voilà, donc ça c'est la première chose. Deuxième chose, il semblerait beaucoup de rumeurs dans le paddock et même sur le comportement d'Esteban Ocon. Body language. Ça serait potentiellement. Moi, je pense que ce serait déjà signé. J'ai repéré ça et je me suis posé la question ce week-end-là. Ça pourrait être signé même depuis Silverstone, parce que depuis Silverstone, on n'a jamais vu un Esteban Ocon aussi souriant, aussi serein, mais pas serein genre en mode je vais chez Renault, c'est en mode serein, genre vraiment genre serein de chez serein. Il écoute du Big Flo et Oli pour faire du simu chez Mercedes jusqu'à 3h du mat. Je sais pas si ça va l'aider. Non mais c'est pour dire à quel point le mec il est serein. On n'a jamais vu quelqu'un d'aussi serein sans baquet pour l'année prochaine. Donc je me dis effectivement il doit y avoir anguille sous roche, c'est obligatoire. Et derrière il y a des bruits de paddock qui disent que effectivement Ocon ce serait en train de se faire vis-à-vis de Valtteri Bottas. Donc, qui est de plus en plus à l'inverse sous pression, lui. Exactement, et ça se voit sur sa mine en plus à Valtteri Bottas. La manière dont il est fermé, qui répond aux interviews, qui déambule dans le paddock, qui disent pas bonjour, qui sont vraiment très très fermés. Alors oui, il est finlandais, mais on l'avait pas vu comme ça. Il est pas serein. Clairement, je suis désolé pour toi, mais Valtteri Bottas n'est pas serein. Ce sera peut-être chez Renault, donc du coup l'année prochaine. Juste rapidement, est-ce que vous partagez l'enthousiasme et l'optimisme de Pierrot sur cette question ? D'accord, merci beaucoup. Non mais je sais pas, mais il m'a semblé voir cette information, en tout cas cette rumeur, un petit peu relayée par Nico Rosberg ce week-end. Aussi. Et Nico Rosberg, je pense que c'est pas le dernier à avoir des infos chez Mercedes. Non. Hamza ? Je lui souhaite le meilleur et j'espère que Esteban Ocon il est chez Mercedes. Il est sur le feu. Franchement, non, mais c'est le mec qui va à un mariage, il connaît pas les gens. Bonheur à vous. C'est possible ça. Non, mais tirer des conclusions, moi je serais plus prudent. Mais effectivement, oui, Esteban Ocon chez Mercedes, c'est quelque chose qui est envisageable. Maintenant, par rapport à Bottas, franchement, j'ai T'as envie de pleurer, hein. Dans tous les cas, Mercedes aura 2 bons pilotes la saison prochaine. Maintenant, moi, ce qui me fait de la peine, dans l'éventualité où ce serait fait, comme tu dis, c'est que Bottas, ils vont le virer au moment où il fait sa meilleure saison. Exactement. C'est tout. Et ça, on en avait parlé la semaine dernière. Hamza, tu peux retirer la main, les 2 mains comme ça cramponnées sur le frein à main, parce que c'est l'heure du quiz. Des avis tranchés. Toujours. On
avait 2 énumérations à vous faire faire. On va les faire très rapidement. C'est très simple. Celui qui va commencer, c'est Brice, parce que vous ne le savez pas, mais il a sauvé l'émission grâce à son ordinateur hier soir. Donc c'est lui qui va commencer. Première énumération, on va aller très très vite, les amis. Ils ont gagné leur premier Grand Prix de leur histoire en Hongrie. Vous me dites un nom et le premier qui se trompe est éliminé jusqu'à ce qu'il n'en restera plus qu'un. Brice. Heikki Kovalainen. Heikki Kovalainen. Bien joué, Fernando Alonso. Fernando Alonso. Alors Ah, si, il y en a un. là, tu me prends au dépourvu. Oh, il y en a un. Il y en a au moins 2 encore. C'est un véritable. Ouais, ça dégage. Là. Tic, C'est un véritable tac. gentleman. tic, c'est sorti. Ça revient sur Brice. Jenson Button. Jenson oui, Button, 2006. Frérot, maintenant, ben, je sais pas. Il y en a un dernier. Attends, tu l'as pas le dernier Euh. C'est un petit peu plus vieux. Un garçon qui a souvent fait des très belles courses en Hongrie, même quand il avait Mais pas des arrête très bonnes de voitures. l'aider. Il ne l'a pas. C'était Damon Hill en Damon Hill, putain, 1993. j'étais à 2 doigts de le dire. Brice qui prend le premier point. Ah, j'ai honte. Mais attention, Button. super banco de folie. Deuxième énumération, chers amis, pour ce quiz. Oula, oui, pardon, excusez-moi, si, les réponses. Excusez-moi, j'ai eu peur que ce soit les réponses de la première énumération. Il y en a eu 4, c'était violent. Voilà, il n'y en avait que 4, en effet. C'était pas facile, c'était vraiment pas facile. Deuxième énumération, les Français vainqueurs en Grand Prix. C'est un petit peu plus facile, mais vous allez voir, En pas Grand tant que Prix ça, en Grand Prix. Et c'est forcément... c'est Hamza cette fois-ci qui va Non, mais commencer. pause, il y en a beaucoup, parce non que... Non, il n'y en a pas tant Ouais, que ça, pas en tant fait. que ça. C'est Hamza qui va Vingtaine. commencer parce qu'il a gagné le quiz la semaine dernière. Voilà. Bah, pas Nice. Panis, c'est fait. On passe par Brice du coup. allez. Jacques Lafitte. Jacques Lafitte, on est bon. Tu veux me passer ton 4 Non, tout tu notes. non, Tout tu notes. Je note. Allez, On va non, noter, non, monsieur. Ça, c'est Allez, tiens, légal. allez, Allez, tu sais quoi terminé. hop. Jacques quoi Bah, je vais gagner. Alain Allez, Prost. Alain tu vénères. Prost, c'est validé. On revient sur Hamza, pardon. Trintignant. Oui, Ouais, Maurice bataille, Trintignant, allez, il est bon. Fort. René Arnoux. René Arnoux, il est bon. Jean-Pierre Jabouille. Jean-Pierre, vous regardez mes fiches les mecs ou quoi là Tombé. Ça va trop vite. Tambay. Patrick Tambay, bien évidemment. Ça commence à se corser. Aïe, aïe, aïe. Il y en a un normalement que tu dois Tic-tac, avoir. tic-tac. Non, attends. Ah, frérot. Normalement, il y en a un que tu dois avoir. Ah, il y en a un, frérot, t'es obligé de l'avoir. Il y en a un. Est-ce qu'on on l'a pas dit Beltoise. Oui. Ah, putain, ça Monsieur fonctionne Sécurité, c'était pas celui-là auquel je pensais, mais bien. voilà. Genre, allez-y. Et oui. Tu sais quoi, j'ai pas osé. Il est là, Je me Jean souvenais Alesi. plus, j'ai pas Il osé. y en a 3 que vous n'avez pas cités, les amis. Il y en a que 3. Il y en a que 3 que vous n'avez pas cités. Et ça revient sur Hamza. Ça devient complexe là. Faut aller vite, les amis, parce que nos producteurs vont. Ah, il est déjà dit. Non, J'ai- déjà- non, Il est déjà sorti. Mais non. Il est Je l'ai déjà dit, frère. sorti. Allez, Éliminé. allez. Brice. Ah, par contre, je suis pas sûr. Ça va aller Ah, très je très sais. vite. T'en as un, toi J'en ai un. Ça va aller très très vite. Il te reste 13 exactement 5 secondes. Ah, je me suicide, Paul Belmondo. Mais bien sûr. Ah oui, alors là, oui. Oui, tu te suicides. Bah, Didier Pironi. Didier Pironi. Vous aviez oublié aussi François Sever et Patrick Il y a un Depailler. partout, il y a un partout. Et Patrick Il y a Depailler. un partout. Et Non, non, c'est c'était Super Super Banco, Banco. bravo. Ah ouais, Quoi bah, tu connais pas les règles Mais je ou me quoi fais toujours Bref. avoir. Merci les amis, merci pour votre fidélité, merci à vous en Je suis plateau vraiment pour cette cette écurie-là, première moi, hein. partie de saison. Vraiment, cette écurie-là, moi. Absolument Max Verstappen, magnifique. ça me va pas En du tout tout le cas, capter. du côté de chez nous, du côté des pistonnés, passez d'agréables vacances, restez connectés sur la First Team Sport parce que vous avez plein de surprises, des émissions hors série, notamment de la classe foot, dans Roue Libre et également bien sûr de nos amis de Bureau Oval, pardon, excusez-moi, du rugby, qui vont Manque de arriver. respect. Nous on se retrouve, je vous le rappelle, après le Grand Prix de Spa, ça sera mercredi 4 septembre. Profitez du soleil, profitez de la plage, profitez de la montagne pour ceux qui y vont, profitez du repos. On a hâte d'être avec vous. Merci de votre fidélité, vous êtes incroyables. Ciao, merci. Ciao. Yes.